que c'est à nous. Donc, je vais commencer peut-être parce que je réécoutais votre introduction où vous attendez que l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme, qui est aujourd'hui représentée par deux personnes, donc moi-même qui suis le directeur adjoint de l'agence, l'agence dont le siège est à Lyon, et Géraldine Chambon, qui est votre correspondante, coordonnatrice régionale de l'agence en Normandie. Donc, vous attendez à ce que nous vous fassions une présentation de ce que l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme est en mesure de proposer, l'offre de services, je reprends vos termes. Donc, on reviendra sur un certain nombre des outils, de programmes, de ressources qui nous sommes en mesure de mettre à votre disposition. Donc, on y reviendra, mais on y reviendra tout au long de la présentation telle que je l'avais prévu, puisqu'il s'agit en fait de s'intéresser à la question particulière, un peu singulière, qui est celle des situations d'illettrisme dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville, et plus particulièrement, même si je crois qu'aujourd'hui on a peu de participants qui sont là au titre des cités éducatives normandes, mais c'est vrai que c'est pour ça que l'intitulé de la présentation que je vous propose, c'est vraiment de s'interroger sur ce qu'il est possible de faire, ce que nous sommes possible, nous, d'accompagner dans le cadre des cités éducatives. Mais on verra que ce que je qualifie comme étant une singularité des cités éducatives n'en est pas finalement tant que ça, dans la mesure où ce que je vais vous présenter aujourd'hui, qui est une démarche, un programme un peu particulier. Et alors, vous avez vraiment beaucoup de chance parce que le programme dont je vous parlerai dans la deuxième partie de cette intervention est né sur 3 territoires. Il y a plus de 10 ans, il est né sur 3 territoires. On avait un territoire qui était dans le Morvan, qui avait expérimenté cette façon de travailler, sur laquelle je reviendrai, et puis 2 autres territoires qui étaient en Basse-Normandie. Donc, c'est vrai que vous avez été à un moment donné, alors je ne sais pas si je peux utiliser ce terme-là, des pionniers qui ont permis, ces 2 territoires, c'était Mortagne-au-Perche dans l'Orne et Avranches, Avranches dans la Manche. Donc, j'aurai certainement l'occasion d'y revenir, de la même manière que je reviendrai certainement sur ce qu'on a pu faire il y a quelques années à Cherbourg. Je crois qu'il y a quelqu'un de Cherbourg dans les participants. Donc, l'intervention que je vous propose, elle est en 2 parties, mais dans la mesure où on est peu nombreux, je crois qu'on est même pas une dizaine. Moi, je vous inviterai sans aucune hésitation à m'interrompre, à nous interrompre, si vous avez des questions très, très particulières qui jalonnent l'intervention. Donc, cette intervention est en 2 parties parce qu'on fait toujours le choix, lorsque nous sommes dans ces démarches de sensibilisation, de présentation, de commencer par la base de la base. Et pour nous, la base de la base, c'est de quoi parle-t-on lorsqu'on parle d'illettrisme. Ça fait bientôt 20 ans que je travaille à la NLCI, et c'est vrai qu'il m'arrive parfois de me dire c'est peut-être inutile de commencer par rappeler les définitions, de quoi parle-t-on lorsqu'on parle d'illettrisme, de qui parle-t-on, quelles sont les conséquences pour les personnes concernées. Et on s'aperçoit que quel que soit le public, quels que soient les interlocuteurs, il n'est jamais inutile de commencer, voire de recommencer par ce problème qui est celui de l'illettrisme, ce problème un peu singulier et qui suscite un grand nombre de questions, et j'imagine que vous en aurez. Donc, on commencera simplement par aller à la découverte du problème de l'illettrisme, en s'intéressant peut-être un peu plus en particulier sur la question de l'illettrisme dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville. Et puis, dans une deuxième partie, on évoquera
ce programme qui est un peu particulier dans la mesure où il est un programme qui fédère un certain nombre d'autres outils, ressources que l'agence est à mesure de proposer, de mettre à vos dispositions, qui est donc ce programme qui est celui des actions éducatives familiales. Voilà, donc ça c'était simplement pour la présentation. Géraldine, est-ce que tu veux te présenter, dire quelques mots? Je sais pas, à moins que tout le monde te connaisse, mais enfin, je pense que Non, c'est non, pas je crois que inutile. voilà, donc bonjour à tout le monde. Effectivement, à part les personnes du centre de ressources, je ne connais personne ici, bien sûr Eric. Géraldine Chambon, donc je suis arrivée en mars cette année sur le poste de chargée de mission coordinatrice régionale. Je suis basée à Rouen, dans les locaux de l'Atrium, pour les personnes qui connaissent. Et mon travail, c'est de faire redescendre le programme de l'agence sur le territoire normand. Voilà, ça a l'air vaste comme ça, mais du coup, les AEF en font partie. Je pense qu'il y aurait peut-être quelques espaces, quelques endroits où cette démarche n'est pas connue et mériterait de l'être pour venir compléter des actions qui sont déjà en place, mais qui pourraient peut-être être amplifiées, appuyées grâce à cette façon de travailler qu'Éric va vous présenter. Et puis qui viendrait compléter d'autres dispositifs déjà connus par certains acteurs, comme le numéro vert ou encore le dispositif Savoir Essentiel de la région Normandie. Voilà. Merci Géraldine. Alors, j'appuie sur ma flèche. Ah, pourquoi ça ne marche pas? Alors, attendez. Hop, voilà. Donc, simplement, là, quand on lit cette diapo, quand on essaye de lire cette diapo, imaginez que vous soyez confronté tous les jours à des difficultés de lecture et d'écriture. C'est simplement une toute première prise de conscience pour avoir en tête ce que vivent les personnes dont on va parler plus concrètement maintenant, qui sont les personnes en situation d'illettrisme et qui sont certes, pour un certain nombre d'entre elles, je n'aurai pas le temps de rentrer dans les détails sur les degrés de l'illettrisme en capacité, mais avec un déploiement de beaucoup d'énergie de déchiffrer, mais on voit que la lecture de ce message est une lecture qui est un peu difficile. Donc, c'est ce que vivent un grand nombre de personnes. Je vous donnerai quelques éléments statistiques après dans d'autres pays. Alors, on a une singularité en France. On a une singularité en France depuis le début des années 2000, hein, c'est-à-dire depuis la création de l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme, c'est de rester assez ferme sur les situations qu'il ne faut pas confondre. Parce qu'on a trois situations qui sont auxquelles les acteurs, notamment qui sont ceux qui interviennent dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville, sont confrontés. Trois situations qui sont fondamentalement différentes pour les personnes concernées, mais surtout qui sont fondamentalement différentes pour les actions qui doivent en découler, la manière d'agir avec les personnes qui sont concernées. On a donc trois situations. Une première qui est celle de l'analphabétisme, qui est de moins en moins courante dans notre pays où la scolarisation est obligatoire depuis près de plus de 140 ans. Donc, on a de moins en moins de personnes. Donc, c'est encore un tout petit peu le cas dans certaines poches, sur certains territoires, dans les régions ultramarines, mais on a très, très peu de personnes qui sont en situation d'analphabétisme, sauf pour des personnes qui, venant d'un pays étranger où la scolarité, notamment pour les filles, pour les jeunes filles, est problématique, peuvent être dans cette situation-là. On a une deuxième situation aussi qui est, on y reviendra parce que c'est une situation qui prend parfois beaucoup de place, qui prend parfois beaucoup de place dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville parce qu'elle est celle qui domine sur le plan quantitatif, mais qui domine aussi parce qu'il est beaucoup plus facile d'identifier des personnes dont la difficulté, c'est qu'elles ne parlent pas le français, puisque le français est pour elles une langue étrangère. C'est
la situation que nous vivrions, nous, si nous nous déplacions pour y vivre dans un pays dont nous ne maîtrisons pas la langue. Donc, on a, et dans les quartiers qui relèvent de vos politiques publiques, on a donc un nombre significatif de ces personnes pour qui la priorité, et j'insiste vraiment sur ce point-là, pour qui la priorité est d'apprendre à parler le français, puisque ça sera pour elles un vecteur d'intégration. Je ne rentre pas, alors, même si peut-être que dans les échanges, vous aurez des questions un peu plus précises et pointues à poser sur ces distinctions. Je ne rentre pas dans le détail des différentes situations qu'on peut retrouver autour de cette question du français langue étrangère. On peut avoir des personnes qui viennent d'un pays étranger dans lequel elles ont eu un niveau de scolarisation alors non seulement correct, mais qui peut être excellent. Et on en a d'autres qui, par contre, viennent d'un pays étranger où elles ont pu avoir une scolarité chaotique, difficile, très proche de celle que connaissent les personnes qui correspondent à la troisième situation et qui est celle qui nous intéresse aujourd'hui, qui est la situation d'illettrisme, qui est celle d'un adulte qui a été scolarisé en France et qui n'a pas acquis une maîtrise suffisante des compétences de base pour être autonome dans des situations courantes de la vie quotidienne. Alors, pourquoi cette distinction? Parce que c'est vrai qu'on nous a souvent opposé, alors qu'on est régulièrement amené à expliquer que notre méthode de travail consiste à réunir tous les acteurs, à faire en sorte que les cloisons, les tuyaux d'orgue disparaissent. On nous a parfois dit qu'il y avait un paradoxe entre cette volonté et puis cette confirmation, cette conviction que ces trois situations-là ne peuvent pas être, je vais utiliser un terme qui n'est peut-être pas le plus approprié, mais traitées de la même manière. Parce que la troisième situation, celle qui nous intéresse aujourd'hui, c'est une situation que rencontrent des personnes qui sont allées à l'école, qui ont parfois eu une scolarité qui, sur le plan quantitatif, au niveau de la durée, est normale, c'est-à-dire qu'ils sont allés à l'école de l'âge environ de 3 ans jusqu'à l'âge au moins de 16 ans, puisque c'est la fin de la scolarité obligatoire, et qui, à la fin de cette scolarité, ne sont pas autonomes dans ces situations courantes de la vie quotidienne. Alors, que sont quelques exemples de ces situations courantes de la vie quotidienne dans lesquelles ces personnes ne sont pas autonomes? Ben, c'est des situations, et vous verrez qu'on va rapidement faire le lien avec ce qui va nous intéresser en deuxième partie, c'est-à-dire des situations qui sont celles que rencontrent des parents, des parents, parfois de jeunes parents, dont les enfants sont scolarisés dans des établissements qui relèvent du périmètre d'une cité éducative, ou qui sont des enfants qui participent à des activités qui sont celles qui sont proposées par l'offre de services sur ces territoires-là. Et ces situations courantes, c'est par exemple ne pas être capable tout seul de retirer de l'argent à un distributeur automatique de billets. Alors, chaque fois que je donne cet exemple, qu'on donne cet exemple, on se dit, bon, il est peut-être un petit peu dépassé, il est peut-être aujourd'hui, c'est peut-être moins courant que de retrouver des personnes en difficulté face à cette situation-là. Et pour vous prouver que cette situation est toujours problématique, je vais reprendre appui sur ce qu'on a vécu pendant la crise sanitaire au moment du premier confinement. Au moment du premier confinement, vous vous souvenez certainement comme moi qu'il y a eu 2 attestations de sortie qui ont été proposées. Il y a une première attestation de sortie qui a été proposée, qui était l'attestation de sortie pour tous, qui n'était pas adaptée pour des personnes en difficulté avec la langue, en difficulté avec les compétences de base, ou qui pouvaient être en situation de handicap. Et c'est pour ça que le ministère de l'Intérieur, à cette époque-là, a proposé une deuxième attestation de sortie, je ne sais pas si vous vous en souvenez, qui avait été rédigée en facile à lire et à comprendre. C'est-à-dire qu'il y avait pour objectif de permettre à n'importe quelle personne d'être en situation de la remplir, puisqu'on utilisait des pictogrammes.
vous allez voir pourquoi j'utilise cet exemple. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, nous, on s'est posé, enfin nous, un certain nombre d'acteurs, on s'est posé des questions que j'ai failli qualifier d'existentielles, en se disant, on va rajouter un élément supplémentaire de stigmatisation. Et c'est vrai que nos personnes en situation d'illettrisme vont peut-être mal vivre le fait d'être obligées d'utiliser une attestation de sortie qui finalement n'est pas en conformité avec la réalité de leur propre situation. Donc, on s'est posé ces questions, y compris ici à l'Inter, dans l'équipe nationale de l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme. Mais parallèlement, on a voulu s'intéresser à ce qui se passait dans le réel. Donc, sur les premières semaines de ce confinement, en 2020, on a pris beaucoup de temps à appeler nos partenaires, les acteurs qui étaient sur le terrain, qui étaient en contact justement avec ces personnes-là. Et je me souviens, et c'est pour ça que je prends cet exemple-là, parce qu'on est typiquement dans un quartier qui peut correspondre aux quartiers sur lesquels vous intervenez, puisque c'était à Grigny dans l'Essonne. Grigny dans l'Essonne, qui est vraiment, on dirait, la quintessence du quartier prioritaire, avec une représentation extrêmement importante de personnes dont la problématique la plus importante est qu'ils ne maîtrisent pas le français parce que c'est une langue étrangère. Et donc, j'ai appelé là des réseaux avec qui nous sommes en contact en leur disant, est-ce que ça pose problème, cette situation, cette attestation de sortie? La réponse qui m'a été faite par des opérateurs locaux, ceux qui sont dans le vrai, dans le réel, dans le dur, en contact avec les personnes, avec les parents, m'a répondu de façon un peu crue, un peu brutale, arrêtez de vous faire des nœuds, parce que la réalité, ce n'est pas celle-ci. Ce n'est pas le problème de l'attestation. La réalité, c'est qu'on a beaucoup de personnes, et notamment celles qui sont en difficulté avec les compétences de base, qui ne peuvent pas retirer d'argent liquide. Et qui peuvent pas retirer d'argent liquide parce que, souvenez-vous, sur les premières semaines, avec l'angoisse qu'il y avait un grand nombre de distributeurs automatiques qui étaient fermés, qui n'étaient pas accessibles pour des raisons sanitaires. Et donc, ces personnes se retrouvaient face à une difficulté très concrète, c'est que, par exemple, leur bailleur social leur disait, ils avaient l'habitude habituellement d'aller payer leur loyer en liquide, et là, on leur dit, faites un virement postal. Et donc, on se retrouvait face à une situation courante de la vie quotidienne qui posait problème à des personnes qui étaient en difficulté avec les compétences de base, et particulièrement celles qui sont en situation d'illettrisme, parce qu'on va y revenir, cette situation-là est beaucoup plus difficile à porter, à supporter, à avouer, à accepter, à faire comprendre, à faire partager par son environnement que les autres situations. Parce que quand on est une personne qui ne parle pas le français parce que c'est une langue étrangère, on comprend complètement que cette personne est dans l'incapacité, par exemple, de lire le message que laisse l'enseignant dans le cartable de l'enfant. Je prends ce deuxième exemple, ce qui me permettra après de faire le lien avec la deuxième partie, celle que j'évoquerai lorsqu'on parlera de la démarche des actions éducatives familiales. Au mois de septembre, le cartable d'un enfant devient une véritable boîte aux lettres. Surtout quand on est sur l'enseignement préélémentaire ou élémentaire. C'est une boîte aux lettres bien pratique parce que ça permet à l'école et à tout son environnement, à tout l'écosystème qui est autour de l'école. Ça peut être le centre de loisirs, ça peut être le centre social, ça peut être qui propose des actions, par exemple, de soutien à la parentalité, d'accompagnement à la scolarité, qui propose des actions culturelles, qui propose un certain nombre d'actions qui sont dans son programme. On met les messages dans le cartable de l'enfant. Et là, vous avez deux situations. Vous avez la situation de la personne qui, ne parlant pas le français, ne le comprenant pas, ne le lisant pas, va, quand c'est possible, je ne donne pas non plus, il ne faudrait pas imaginer que je veuille dépeindre un tableau idyllique pour ces personnes-là, parce que c'est aussi parfois très difficile sur cette logique de l'intégration, mais il sera beaucoup plus facile pour une personne qui ne parle pas le français d'aller frapper à la porte de son voisin
et puis de lui dire qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'il faut faire, de quoi s'agit-il. Alors qu'une personne qui est en situation d'illettrisme, qui a été scolarisée pendant 6 ans, 8 ans, 10 ans, ne sera pas en capacité, n'osera pas, aura toute cette honte avec elle et n'osera pas aller frapper à la porte du même voisin pour lui dire qu'est-ce qu'il faut faire. Donc ça, c'est un point qui est extrêmement important. Donc voilà pourquoi ces trois situations ils doivent nécessairement être comprises. On doit nécessairement, lorsqu'on est un acteur de cet écosystème territorial, comprendre que on n'est pas, lorsqu'on est en situation d'illettrisme, on n'a pas les mêmes problèmes, mais on a quand même un grand nombre de problèmes. Quand je dis qu'on n'a pas les mêmes problèmes, c'est-à-dire que ce sont des personnes qui peuvent se faire comprendre, qui, dans leur expression orale, contrairement à ce que parfois on croit, sont tout à fait compréhensibles, s'expriment avec beaucoup de facilité. Hein. Si vous avez l'occasion, on vous enverra peut-être, Géraldine, les liens qui vous permettent d'écouter une personne qui est aujourd'hui une véritable ambassadrice de la lutte contre l'illettrisme, qui avait fait une intervention d'ailleurs en Normandie, je crois que c'était dans une médiathèque, qui s'appelle Aline Le Guluche. Et quand Aline Le Guluche, qui a écrit un livre qui s'appelle Apprendre à lire à 50 ans, s'exprime, tout le monde la comprend. Elle ne fait aucune faute de syntaxe, elle s'exprime très correctement, mais par contre, Aline Le Guluche a été, elle ne l'est plus actuellement, en situation d'illettrisme. Et elle explique très clairement, c'est très difficile quand on est dans cette situation-là, où on nous rebat régulièrement les oreilles sur le fait que les dépenses d'éducation sont très, très importantes, qu'il y a un grand nombre d'acteurs qui sont mobilisés sur ce sujet-là. Donc, ça veut dire que quand on est un papa ou une maman en situation d'illettrisme, on hésite lorsqu'on est invité, notamment par les enseignants, par les responsables de structures éducatives, culturelles, quelles qu'elles soient, on hésite à dire frontalement, clairement, précisément qu'on est en situation d'illettrisme. Mais j'y reviendrai. Alors, combien de personnes sont en situation d'illettrisme? Alors, c'est vrai que l'enquête qui est évoquée ici, vous voyez que malheureusement, elle commence à dater un peu, puisque c'est une enquête qu'on avait faite en 2012, on en avait fait une première en 2004, et là, on est, au moment où je vous parle, il y a des enquêteurs de l'INSEE qui sont en train de conduire une nouvelle enquête, dont les résultats seront disponibles, si tout se passe bien, à la fin 2023. Et ce qui nous permettra, dans la mesure où le thermomètre, l'outil qui est utilisé pour mesurer le taux d'illettrisme dans cette enquête-là. Donc là, on est sur un échantillon important, on est sur une véritable enquête. En 2012, c'était un échantillon de 13 000 personnes. Et sauf erreur de ma part, l'enquête qui est en cours, l'échantillon, je crois, est de 15 000 ou 17 000 personnes. Donc, ce qui nous permettra de disposer de chiffres très, très importants. En 2012, on avait 2,5 millions de personnes, 7% de la population active qui est en situation d'illettrisme. Donc ça, c'est important parce que, alors après, on a eu des enquêtes régionales, si Géraldine veut compléter après sur cette question-là, mais c'est important déjà, quelle que soit la place à laquelle vous êtes, d'avoir en tête ce chiffre-là, parce que ça veut dire que, en gros, la probabilité que vous rencontriez dans votre univers personnel, professionnel, citoyen, associatif, quel qu'il soit, que vous rencontriez une personne en situation d'illettrisme est extrêmement élevée. Et extrêmement élevée parce que, et on va voir après en rentrant un peu plus dans le détail de ces chiffres-là, il y a des territoires où il y en a justement encore plus. Donc ça fait beaucoup, mais la situation s'est améliorée puisque en 2004, c'était 3 100 000 personnes qui étaient en situation d'illettrisme. Donc, vous voyez qu'entre 2004 et 2012, la situation s'est améliorée et on fait l'hypothèse que ce sera encore le cas avec la prochaine enquête. Et chaque année, vous le savez qu'on est, je crois, le seul pays au monde à avoir cette possibilité chaque année de disposer de chiffres sur les générations, sur toute une cohorte de jeunes, les 17 ans, au moment du recensement, les garçons et les filles, au moment où ils sont recensés,
passent la journée défense-citoyenneté, au cours de laquelle il y a un test qui est proposé et qui nous permet de dire que sur l'ensemble du territoire national, on a en gros 4,3% des jeunes de 17 ans qui sont en situation d'illettrisme. Voilà pour les chiffres nationaux. Je ne sais pas, Géraldine, peut-être pour la Normandie, si tu veux. Alors, pour la Normandie, on a récupéré les chiffres consolidés de 2020 qui nous montraient un niveau dans cet ordre-là, mais qui pouvait être inquiétant, ne serait-ce que si on prend en compte les difficultés de compréhension de l'écrit. Et en Seine-Maritime, les chiffres de la JDC montraient qu'il y avait 10,2% des jeunes qui passaient ces tests qui étaient en difficulté avec l'écrit, pas encore en situation d'illettrisme, on reste autour des 4%. De mémoire, du coup, l'Orne, c'était 9,9. La Manche et le Calvados, c'était plus près des 8. Et l'Eure était à 10,1. Voilà. Voilà. Donc, ça reste... Donc voilà, les chiffres, donc pourquoi ils sont extrêmement importants? C'est parce que là aussi, à la place que vous occupez dans vos différentes fonctions, c'est extrêmement important d'orienter, de faire en sorte que les actions puissent être orientées là où elles sont le plus utiles. Hein, il faut éviter d'arroser là où c'est déjà bien mouillé. Il faut s'intéresser de façon très précise au territoire où l'offre de services est peut-être moins importante, mais où par contre le taux d'illettrisme l'est plus. Et on va voir que sur cette question-là, dans toutes nos interventions, on insiste beaucoup sur la question, et c'est un des rôles essentiels qui est celui de l'agence, c'est de lutter contre les idées reçues. Lorsque je fais les interventions, j'en ai fait une la semaine dernière devant des professionnels qui interviennent dans les contrats locaux d'accompagnement à la scolarité, dans les réseaux d'écoute et d'appui à la parentalité, qui travaillent, qui sont des professionnels de la petite enfance. Ils étaient une vingtaine et je leur ai posé la question suivante, faites-moi le portrait robot. Alors, en quelques secondes, si on vous demandait de faire le portrait robot d'une personne en situation d'illettrisme. Et encore aujourd'hui, malgré le travail incessant que nous réalisons, malgré la mobilisation que chaque année, vous connaissez bien en Normandie, qui est celle des Journées nationales d'action contre l'illettrisme, où il s'agit de prendre conscience de l'existence de ce problème, vous avez encore beaucoup de personnes qui vous disent c'est un jeune qui vit dans les quartiers, qui est au chômage et qui est issu de l'immigration. Et on va s'apercevoir que, en fait, toutes ces affirmations sont fausses, ou tout au moins ne révèlent qu'une petite partie du problème. 51% des personnes qui sont en situation d'illettrisme sont en activité professionnelle. Donc ça, c'est important parce que ça nécessite de mobiliser tout le monde du travail, tout l'environnement de l'entreprise, et c'est ce que nous faisons actuellement. 10% des demandeurs d'emploi sont en situation d'illettrisme. Alors c'est vrai que c'est important, mais ce n'est pas contrairement à ce que pendant longtemps on a cru et on a considéré que la majorité des demandeurs d'emploi, notamment des demandeurs d'emploi de longue durée, étaient en situation d'illettrisme. Ce n'est pas le cas. Hein, le nombre est important, ce qui explique, et là je m'adresse à un territoire où la mobilisation de Pôle emploi est absolument unique en fait, hein, puisque chaque année Pôle emploi est très présent dans le cadre des Journées nationales d'action contre l'illettrisme en Normandie. Donc voilà, ça c'est un premier chiffre qui est important. Plus de la moitié, alors celui-ci, là, il faut s'y attarder un petit peu parce que plus de la moitié de ces personnes vivent dans les zones rurales et faiblement peuplées. Alors vous pourriez tenter de me répondre, puisque je m'adresse là aujourd'hui à des acteurs de la politique de la ville quand même, mais donc ça veut dire qu'on est moins concerné. On va voir que c'est loin d'être le cas. Et c'est important d'avoir quand même à l'esprit que si, comme ça a été dans le passé, à un moment donné, on a cru, c'était le cas en 2005, que l'illettrisme n'était qu'un problème qui se posait dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville. Et c'est juste au moment où on sortait les chiffres de notre première enquête, et c'est ce qui nous a permis à ce moment-là de dire que si on orientait toute l'action publique, si toutes les énergies étaient concentrées que simplement sur ces quartiers,
on aurait laissé de côté 90% du problème. Parce que 90% des personnes en situation d'illettrisme vivent, alors, en dehors des quartiers prioritaires de la politique de la ville, y compris en zone urbaine, évidemment, mais vivent aussi dans les territoires ruraux et faiblement peuplés. Mais par contre, donc là, le chiffre, il n'est pas sur cette, il est pas sur cette diapo, donc je vous le dis, puis je compléterai peut-être l'envoi en vous transmettant une plaquette, la plaquette un peu plus détaillée sur les chiffres. Par contre, dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville, le taux d'illettrisme est 2 fois supérieur. C'est-à-dire qu'on est à 14%. On est à 7% de taux d'illettrisme sur l'ensemble de la population, mais quand on s'intéresse spécifiquement à la question des quartiers prioritaires, les zones urbaines sensibles, on est sur un taux d'illettrisme qui est de 14%. Et moi, il m'arrive, et on s'attardera peut-être, y compris dans les échanges sur cette question-là, moi, il m'arrive de dire, alors de façon un peu, ouais, peut-être considérée parfois un peu comme provocatrice, qu'ils sont 2 fois plus nombreux, ces personnes sont 2 fois plus nombreuses dans ces quartiers prioritaires, mais elles sont parfois 4 fois plus invisibles. On vient de voir que la singularité d'une personne en situation d'illettrisme, dans la mesure où c'est quelque chose qui est difficile à porter comme situation, elle se rend visible, il y a ce sentiment de honte. On verra après les solutions, mais on s'aperçoit aussi que dans les quartiers prioritaires, c'est pour ça que je vous ai donné tout à l'heure cet exemple de la ville de Grigny dans l'Essonne, elles sont présentes, elles sont même 2 fois plus nombreuses qu'ailleurs, mais elles sont beaucoup plus invisibles, beaucoup plus difficiles à repérer et ne s'y retrouvent pas, et ça j'insiste et on y reviendra, y compris, n'hésitez pas à m'interpeller sur cette question-là, et elles ne s'y retrouvent pas dans l'offre de services qui peut être proposée. Ça, c'est extrêmement important. Donc là, le point qui suit important aussi, c'est que plus de la moitié des personnes en situation d'illettrisme, lorsqu'on fait cette enquête au domicile des familles, on leur pose une question dans le module biographique, on leur demande d'essayer de se souvenir de quand elles datent leurs premières difficultés. Et vous voyez qu'elles datent leurs premières difficultés de l'école élémentaire et plus particulièrement du cours préparatoire. Donc on sait qu'on est ici sur une période, sur un temps de vie qui est déterminant, hein, dans la construction de ce que je pourrais appeler la réussite scolaire, la réussite éducative. Pour que des adultes, hein, qui, quelques années, quelques dizaines après, puisque l'enquête aussi on est allé interroger des personnes qui ont vécu leur cours préparatoire 30 ans auparavant, elles se souviennent que leurs premières difficultés datent de cette époque-là. Et ça, c'est important parce que c'est toute la pertinence, hein, de tous les objectifs qui sont donnés, qui ont été donnés par le législateur aux cités éducatives, notamment, c'est de réunir autour d'un objectif commun, hein, tous les acteurs qui sont concernés, hein, par la réussite éducative, hein, pour faire en sorte que cette période essentielle, cette phase où les enfants entrent à l'école puisse se dérouler dans les meilleures conditions. Et c'est justement là-dessus où on est en capacité, nous, de faire des propositions qui se retrouvent bien dans le programme, qui se retrouvent dans le programme des actions éducatives familiales. Monsieur Netelec, je me permets de vous interrompre. Madame Passin souhaiterait intervenir. Ah oui, ok, pas de souci, ouais. Bonjour mesdames et messieurs, Karine Bazin, je suis déléguée du préfet donc, sur la Seine-Maritime, sur des QPV de la rive gauche de Rouen. Je me permettais merci beaucoup pour votre intervention et je me permettais de vous poser une petite question concernant les difficultés, puisque les personnes considèrent que leurs premières difficultés datent de l'école élémentaire et notamment du cours préparatoire. Je voulais savoir si éventuellement il y avait un lien avec ces enfants qui n'ont pas forcément été détectés dysorthographiques ou dyslexiques. Alors,
Oui, je souris parce que, et je vous remercie pour votre question, parce que je vois que Géraldine sourit parce que je lui disais, moi, ça va faire 20 ans que je travaille à l'agence, je fais à peu près entre 10 et 30 interventions par an. Il y a à peu près 3 ou 4 questions, hein, qui sont toujours posées, notamment celle-ci, et ça me rassure qu'elle soit posée, hein, parce que quand elle n'est pas posée, ça veut dire que voilà, il y a quelque chose qui s'est… Oui, oui, oui. Alors, votre question, elle est très pertinente. Et comme je vous parlais d'Anne-Lyne Le Guluche, si vous avez l'occasion, hein, d'aller voir, vous tapez Anne-Lyne Le Guluche sur YouTube, vous verrez, il y a plein de vidéos, parce qu'elle est même passée chez Laurent Ruquier. Et Aline, elle dit très souvent ce que vous êtes en train de dire, que la difficulté qu'elle a connue, au départ, elle considère, bon, après, je ne suis pas un spécialiste, hein, je ne suis pas un spécialiste des troubles spécifiques du langage, donc, mais je considère que si Aline évoque cette difficulté-là, c'est qu'elle l'a vraiment vécu dans sa chair. Elle dit j'ai été une dyslexie qui n'a pas été dépistée, qui n'a pas été repérée, qu'on n'a pas identifiée, et donc ce qui fait que les difficultés qu'elle a pu rencontrer du fait de ce handicap, parce que là, on sait qu'aujourd'hui, les troubles spécifiques du langage, notamment la dyslexie, relèvent du handicap, et qu'il y a même il y a même des modalités, hein, qui sont prévues pour soutenir, hein, les enfants qui ont été repérés et qui, s'ils sont repérés au bon moment, et si la difficulté n'est pas sous-traitée à l'extérieur en considérant que c'est une difficulté scolaire qui doit être sous-traitée à l'extérieur, on peut très bien continuer un parcours de réussite scolaire et éducative tout en étant dyslexique. Mais c'est vrai que, alors, et votre question, elle est doublement intéressante, puisque vous êtes des acteurs de la politique de la ville. Aline Le Guluche, hein, je la cite souvent, mais elle a interpellé à plusieurs reprises, en tant qu'ambassadrice, sur le fait qu'on parle souvent des zones blanches en matière de couverture Wi-Fi, et elle parle des zones blanches en matière de couverture de cabinets d'orthophonie. Elle dit il y a des territoires, et vous voyez, je vais revenir vers Grigny, parce que le maire de Grigny, Philippe Rio, il m'avait interpellé en disant le problème qu'on a sur notre ville, c'est qu'on n'a pas un seul cabinet d'orthophonie. On n'a pas un seul cabinet d'orthophonie. Donc on voit que quelquefois, lutter contre l'illettrisme, c'est aussi s'intéresser à toutes les questions périphériques, et le fait qu'un enfant ne soit pas, alors même s'il est repéré comme étant souffrant de troubles spécifiques du langage, si rien ne lui est proposé à proximité, parce que je reviens à Grigny, Philippe Rio, il me dit, le problème c'est que si le papa et la maman veulent bénéficier d'un appui orthophonique, il faut aller un peu plus loin que Grigny. Et donc, vous voyez, il y a toutes ces questions qui sont souvent considérées comme périphériques, mais dans ces cas-là, le périphérique est essentiel. Mais maintenant, je vais pondérer un tout petit peu en disant, parce que c'est toujours notre rôle à nous, à l'agence, d'être vigilant à ce qu'on ne fasse pas de raccourcis trop rapides qui fait que, en résumant le problème qu'à une seule cause, quelque part, on ne l'affronte pas dans toutes ses dimensions. Si toutes les personnes en situation de dyslexie étaient en situation d'illettrisme, ça serait peut-être plus simple à régler le problème. Or, un grand nombre, on n'a pas d'études très précises qui permettent de dire combien de personnes qui sont en situation d'illettrisme étaient ou sont encore en situation de dyslexie, et de toute façon, c'est très très loin du pourcentage majoritaire, comme ça a pu être dit dans le passé, à un moment donné où on a fait des raccourcis très rapides. Et à l'inverse, toutes les personnes qui souffrent de troubles spécifiques du langage ne sont pas en situation d'illettrisme. Mais ce que vous pointez, et je pense que dans les rôles qui sont les vôtres, c'est ça aussi. Lutter contre l'illettrisme, c'est s'interroger, par exemple, sur l'offre de santé du territoire, l'offre de santé du territoire. Un territoire prioritaire dans lequel il n'y a pas de cabinet d'orthophonie, dans lequel il n'y a pas de solutions qui sont proposées, on sait qu'on risque
d'accroître les fragilités. Ça, c'est un point important. Oui, c'est ce que, enfin, je travaille notamment avec la cité éducative de Saint-Étienne-du-Rouvray. D'accord. Effectivement, voilà, c'est un point qui avait été identifié et donc il y a un travail qui est fait avec un orthophoniste. Voilà. Et surtout pour préparer aussi l'après, c'est-à-dire que C'est ça. voilà, là, il y a une cité éducative qui permet effectivement de mobiliser des moyens, mais après, la cité éducative, ça ne sera certainement pas pérenne, mais en tout cas, il faut faire perdurer effectivement cette mobilisation des professionnels. Donc, il y a un travail qui est fait notamment pour capter les étudiants. Oui, c'est ça. Voilà, merci pour votre question. Donc, rapidement, on a aussi 90 000 jeunes. Excusez-moi, monsieur Netelec. Oui. Je permets à nouveau de vous interrompre. Il y a une question dans le chat de Madame Terny qui demande justement s'il y a des solutions pour pallier à ce manque d'orthophonistes que vous évoquiez. Je n'ai pas compris, monsieur. Est-ce qu'il y a des solutions pour pallier ce manque d'ortho? Les solutions, nous, ce qui nous intéresse, c'est de voir collectivement quelles sont les solutions qui peuvent être construites, en fait. Je reviens sur mon exemple de cette interpellation là dans l'Essonne. Nous, on a la chance de travailler avec un très gros réseau de partenaires qui sont très différents. Donc, quand cette question m'a été posée, moi, j'ai interpellé à mon tour la Fédération nationale des orthophonistes, qui est un très gros réseau de professionnels de santé, pour leur demander s'il pouvait y avoir des solutions proposées du style un cabinet itinérant, des solutions de ce type-là, comme celle que vous venez d'évoquer, Madame Bazin. Donc, les solutions, quand elles n'existent pas, moi, je pense qu'il faut que collectivement, c'est un petit peu ce que j'expliquais tout à l'heure en disant qu'il faut éviter d'arroser là où c'est déjà mouillé, ou il faut éviter peut-être d'enrichir une offre qui est déjà pléthorique sur un sujet. Si on n'a pas traité un problème périphérique, et je reviens sur j'utilise volontairement ce terme de périphérique, qui, s'il n'est pas traité, rend totalement inopérant toutes les autres actions qui peuvent être proposées. Si on n'a pas réglé quelquefois des problèmes de mobilité, si on n'a pas réglé les problèmes de garde d'enfants, si on n'a pas réglé ce type de problème-là, parfois tous les efforts qui peuvent être conduits pour optimiser les actions qui sont celles qui sont proposées pour faciliter la réussite éducative, le soutien à la parentalité, toutes ces actions-là, souvent les personnes, elles vous le disent, je ne peux plus y aller parce que je ne peux pas faire garder mes enfants. Je ne peux pas y aller parce qu'il n'y a pas de bus, ou je ne peux pas y aller parce que je n'ai plus l'argent pour prendre le bus. Je peux pas, voilà, c'est toutes ces questions-là. Donc, ces solutions-là, je l'évoque, c'est une parenthèse. Nous, on a, depuis 3 ans, on développe un programme. Donc, vous voyez, au fil de l'intervention, ça me permet d'en évoquer plusieurs. Et moi, je suis persuadé, intimement persuadé, que ce programme dont je vais rapidement vous parler maintenant, là, est un programme qui quand on s'en saisit à une échelle territoriale bien précise, peut permettre collectivement de construire une solution. Ce programme, on l'appelle, nous, la coopérative des solutions. On n'a pas été très original. On dit que quand on identifie un problème sur un territoire, il s'agit de se dire comment collectivement on peut apporter une solution très simple, très pragmatique à ce problème. Et pour l'illustrer, je vais vous donner un exemple, puisque ça se passait sur un quartier prioritaire. On est à la ville d'Allonne, dans la banlieue du Mans. Le maire d'Allonne, qui est en même temps le président maintenant de Villes et banlieues de France, je crois que vous devez connaître, l'association d'élus, qui est membre du réseau consultatif de l'agence. Donc, Allonne, c'est un territoire d'une petite ville de 15 000 habitants, et avec pratiquement, je crois, 70% du territoire qui est en quartier prioritaire de la politique de la ville. Donc, c'était il y a 3 ans, le maire d'Allonne nous appelle, parce qu'il avait vu nos chiffres, et puis il dit, bon, je me suis livré un petit calcul qui vaut ce qu'il vaut, mais je me suis dit que sur mon territoire, je devais avoir, si je prends vos chiffres, si je prends vos taux, je devrais retrouver 200, 300 personnes en situation d'illettrisme. Et puis, il nous explique qu'il est allé au centre social du quartier, à côté de la mairie, centre social municipal d'ailleurs, et puis il leur dit combien vous avez de personnes dans vos dispositifs.
dans l'offre de services qui est proposée, il y a combien de personnes qui viennent se former parce qu'elles sont en situation d'illettrisme. La réponse qui lui est faite là, et notamment, et moi j'ai été présent ce jour-là, il y avait la coordonnatrice du PRE, je crois qu'il y a des gens qui travaillent sur des PRE ici aujourd'hui, il explique que donc on a un dispositif dans l'offre de services qui accueille 87 personnes. Et en rentrant dans le détail, on s'aperçoit que sur ces 87 personnes, il n'y en a que 3 qui relèvent au regard de nos critères des situations d'illettrisme. Et donc là, le maire, de façon très pragmatique, il dit comment on fait pour en concerner plus, en toucher plus. Et donc là, on a réuni un groupe de travail qu'on a appelé la coopérative des solutions, où il s'est agi de réfléchir. Alors, parfois, il ne s'agit pas de faire des recommandations, de faire un rapport supplémentaire qui va aller nourrir nos rayons de bibliothèque où on va refaire toujours les mêmes constats, les mêmes analyses, mais de se dire bon, comment on fait? Comment on fait pour que l'offre de services qui, lorsqu'elle est y compris pensée, construite pour des personnes qui relèvent de cette problématique-là, puisse être accessible. Et donc, on a mis autour de la table beaucoup d'acteurs. L'éducation nationale, évidemment, c'est un premier cercle. Mais on a mis aussi des acteurs, vraiment des acteurs municipaux qui se sont interrogés, par exemple, de façon très concrète et très pragmatique, sur le fléchage. Comment je fais pour aller voilà, au centre social concerné? Comment je fais pour… Et on s'est aperçu que parfois, il y a des choses qui sont extrêmement simples, très pragmatiques. Quand on les a trouvées, on dit « Ah oui, c'est simple, il suffisait d'y penser ». Mais pour y penser, il faut pouvoir mettre autour de la table des acteurs qui sont, et là je suis déjà un petit peu dans la deuxième partie, mais c'est pas grave, qui sont des acteurs que je considère souvent, je les appelle moi, les acteurs en coulisses, les acteurs du deuxième cercle. Hein, et j'ai déjà fait pas mal d'interventions pour des cités éducatives, et je disais dans ces cités, dans ces territoires, il y a aussi il y a ce premier cercle qui est les acteurs que sont les acteurs de l'éducation, les acteurs de l'accompagnement à la scolarité, les acteurs de la formation, hein, les acteurs de l'action sociale, de la prévention, le service public de l'emploi, et qui sont parfois des acteurs qui s'interrogent sur leur difficulté à mobiliser, hein, à faire entrer dans leur offre de services des personnes hein, pour qui ce serait bien utile qu'elles y entrent. On va arriver sur la démarche des actions éducatives familiales. Et à chaque fois, je leur réponds, et on l'a testé sur plusieurs territoires, qu'il faut sortir du premier cercle et il faut aller voir le deuxième cercle, voire le troisième, qui sont des acteurs auxquels on ne pense pas toujours forcément, hein, qui sont, par exemple, même si elles sont à la limite entre le premier et le deuxième cercle, je pense aux agents de service des écoles maternelles. Hein, dans ces territoires-là, c'est des personnes extrêmement importantes parce que parfois, contrairement aux enseignants, elles habitent encore dans le quartier. Elles habitent encore dans le quartier. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui sont en capacité hein, d'établir un lien, un contact durable avec les personnes qu'on voudrait voir participer aux actions qui sont proposées. Mais aussi dans ces acteurs-là, dans ceux du deuxième et du troisième cercle, ceux que j'appelle en coulisses, c'est ceux auxquels on ne pense pas forcément immédiatement. Hein, moi, je suis très attaché aux acteurs du monde du sport amateur, où on va se retrouver avec, par exemple, hein, des bénévoles, des responsables, des entraîneurs de clubs de foot, de basket, peu importe le sport, qui sont, eux, en contact direct avec les adultes, qui sont les parents des enfants qui participent à ces activités. Voilà. On a aussi, évidemment, et ça vous le savez certainement, tous ces acteurs qui sont ceux qui sont dans les régies de quartier, les bailleurs sociaux, tous ces acteurs-là qui sont en contact direct avec ces personnes, et je reviens sur mes personnes en situation d'illettrisme, qui sont celles dont on dit qu'elles sont invisibles. Invisibles parce qu'elles se rendent invisibles, parce qu'on ne les voit pas. Et moi, je rajoute toujours qu'elles sont invisibles, certes, auprès de certains acteurs, parce qu'elles se rendent invisibles, mais qu'elles peuvent l'être
visible auprès d'autres acteurs. Donc, je pense que tout l'enjeu, dans un territoire où il y a un écosystème associatif, un écosystème où on a une cité éducative, c'est véritablement, je dirais, pour moi, la traduction concrète de ce qu'on dit depuis très longtemps, à savoir que sur ces questions éducatives, il faut pouvoir réunir tous les acteurs qui sont directement ou indirectement concernés par ces sujets, mais je vais y revenir. Les chiffres, là, je voulais terminer là-dessus parce que c'est important que vous l'ayez en tête. Hein. On voit que les situations d'illettrisme touchent prioritairement des personnes qui ont plus de 45 ans. Le taux d'illettrisme augmente dès qu'on augmente dans les tranches d'âge. Donc, quand on est sur la tranche des 46-55 ans, on a un taux d'illettrisme qui est beaucoup plus important que sur la tranche des 26-35 ou des 18-25. Donc ça, c'est un élément important, mais que je pondère toujours aussi en rappelant que, bien sûr, on aime à dire que les jeunes de 18 à 25 ans sont moins touchés par le problème de l'illettrisme que les plus de 45 ans, mais tout est une question aussi de plafond. Nous, quand on a un point de plus que le niveau à partir duquel on considère que la personne n'est plus en situation d'illettrisme, ça ne veut pas vous dire pour autant qu'on n'a pas de difficulté avec la lecture, l'écriture et les compétences de base. Ça veut dire que sur cette tranche d'âge-là, si les actions qui sont proposées ne sont pas pertinentes et efficaces sur cette tranche des 18-25, 18-30 même, ce sont des personnes qui, lorsqu'elles vont vieillir, lorsqu'elles vont arriver sur les tranches d'âge plus élevées, vont peut-être à ce moment-là se retrouver, passer en gros le palier de « je suis en grande difficulté avec la lecture et l'écriture » à la très grande difficulté, ça veut dire qu'elles seront à ce moment-là en situation d'illettrisme. Donc ça, je passe très vite, mais vous voyez, on avait listé ici, c'est un diaporama qui date de quelques années, qu'on réactualise régulièrement, parce que quand on veut illustrer de façon très concrète à quoi correspond une situation d'illettrisme et quelles sont les conséquences pour une personne concernée, vous voyez, c'est des choses qui sont très très simple. Aura des pâquerettes, c'est pas pouvoir écrire un chèque. Alors ça, il faudra qu'à terme on l'élimine parce qu'il y aura bientôt, ça va disparaître. Pas savoir faire un calcul simple, ne pas pouvoir retirer de l'argent, ça je l'ai. Ne pas savoir lire une ordonnance, hein, ne pas savoir lire aussi le mode d'emploi, hein, la notice d'un médicament, ne pas pouvoir répondre. Ça c'est important pour le sujet qui nous intéresse, au mot de la maîtresse dans le cartable de son enfant. Et l'image qui est après, alors là aussi, il faudra qu'on la fasse évoluer, parce que là, on voit une famille un peu idyllique avec un papa et une maman qui lisent le carnet de liaison de son enfant. Et on sait aujourd'hui, je ne sais pas s'il y a des acteurs de l'éducation nationale aujourd'hui autour de cette table, mais on sait aujourd'hui qu'avec les espaces numériques qu'il y a dans les établissements scolaires, avec les logiciels comme le logiciel Pronote, même cette situation-là, elle tend totalement à disparaître. Et ça va nous permettre petit à petit d'arriver à la démarche des actions éducatives familiales, qui nous permet vraiment de voir la difficulté que peuvent avoir certains parents lorsqu'il s'agit d'accompagner la scolarité de leurs enfants dès le début. Et je reviens sur mon exemple de tout à l'heure. Quand je dis dès le début, c'est que ce qu'on a réussi parfois, tant bien que mal, à dissimuler à son propre enfant, à son environnement, c'est-à-dire sa non-maîtrise de l'écrit, savoir qu'il y a une rupture, hein, le mot est le plus approprié, c'est au moment où l'enfant entre en scolarité. Parce que d'un seul coup, c'est pour ça que j'ai pris cet exemple, et j'utilise cette image du cartable boîte aux lettres, d'un seul coup, l'écrit entre au domicile des familles à plein flot, en fait. L'écrit entre. Alors, il entre de façon matérielle, c'est encore le cas, je veux dire, c'est encore le cas. Je ne sais pas si parmi vous, il y a des parents d'enfants scolarisés, mais on sait que cette période
du mois de septembre, par exemple, c'est cette période où il y a les informations sur les assurances, sur les sorties scolaires, il y a un certain nombre de documents, et avoir à l'esprit que c'est une première difficulté, même si à terme, on va avoir de plus en plus de digitalisation de ces modes de communication, ça reste encore très présent. Parmi les autres aussi, je voulais évoquer ce point-là, parce que souvent dans les interventions qu'on fait, on nous dit oui, mais le problème de l'illettrisme, il est peut-être lié justement au fait qu'avec la digitalisation de la société, avec l'utilisation extrêmement importante du smartphone, y compris par les jeunes, on ne sait plus écrire parce qu'on écrit. Et là, il faut être très simple. Et là aussi, c'est un point important, notamment pour ce qui concerne les acteurs qui interviennent dans les cités éducatives et les actions qui peuvent être proposées. Il y a deux choses qu'il faut avoir à l'esprit. Un, c'est que quand on est en situation d'illettrisme ou en très grande difficulté avec la lecture, l'écriture, on n'envoie pas de texto. On n'utilise pas son smartphone avec toutes les fonctionnalités qui sont celles qui sont attendues aujourd'hui, puisque c'est aussi un outil qui nous permet d'accéder aux droits. Je crois que c'est 250 droits qui ne sont plus qu'accessibles que via le net, et accéder à de l'information. Je vais reprendre encore un exemple très concret et que je vais emprunter encore une fois au monde du sport. On a un partenariat avec la Fédération française de football. Et chaque année, j'interviens devant tout un parterre de présidents, de responsables, d'éducateurs sportifs dans le foot amateur. Et donc, je fais mon intervention et un président de club dans la région parisienne vient me voir pour me dire maintenant que vous avez fait votre intervention, je viens de comprendre quelque chose. Et il m'explique, il me dit on a de plus en plus de difficultés d'avoir des papas ou quelquefois des mamans pour accompagner leurs enfants le dimanche au match. Et je lui dis oui, parce que vous faisiez comment avant? Avant, on réunissait tout le monde, on donnait un calendrier, on donnait un rendez-vous à 8 heures sur le parking du supermarché à côté du club, et il n'y avait pas de souci. Et je dis, vous faites comment maintenant? Et il me dit, maintenant, on est tout content parce qu'on a un super site, le site du club, et quand les papas ou les mamans nous demandent le calendrier des matchs, on leur dit, c'est tout est sur le site. Et là, il vient prendre conscience ce jour-là, ce président de club, que le numérique peut être un frein. Mais ce qui est très intéressant, et c'est le deuxième aspect sur le numérique, c'est que c'est aussi un levier. C'est un levier de motivation. Et en même temps, il se dit, mais il faudrait que je propose dans mon club, c'est un très gros club de foot en Seine-Saint-Denis, une action qui pourrait être conduite par des bénévoles sur comment se débrouiller. Alors là, avec l'objectif justement d'être à l'aise dans la navigation sur les services proposés par ce club de foot. Je donne cet exemple-là parce qu'il montre que quelquefois des solutions, puisque ça a été une des questions qui était posée tout à l'heure autour des solutions, qui peuvent être trouvées, sont très simples et elles sont faciles à mettre en œuvre. Et donc, voilà, donc simplement dire que sur la question du numérique, notamment sur les enjeux qui sont ceux des cités éducatives, il faut vraiment avoir en tête qu'aujourd'hui, notamment dans les établissements scolaires, on a des parents, des adultes parents, pour qui c'est extrêmement difficile parce que ce qui leur est proposé, c'est la maîtrise d'un outil, c'est l'utilisation d'un outil pour suivre la scolarité de leurs enfants qu'ils ne maîtrisent pas. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions là, avant que j'aborde la présentation de la démarche des actions éducatives familiales. Ça va, c'est clair, il n'y a pas de… Alors, voilà, ce qu'on vient de faire maintenant, une petite heure vient de se passer, vous avez vécu, je dirais, quel que soit votre niveau de connaissance, d'appropriation, de conscientisation du problème de l'illettrisme,
vous avez vécu ce qu'on considère comme étant le premier palier de cette démarche, qui nous paraît être une démarche tout à fait adaptée à l'offre de services qui peuvent être proposés dans les cités éducatives, mais plus globalement dans tous les territoires où on a des programmes de réussite éducative, dans tous les territoires où on propose des actions de soutien à la parentalité, d'accompagnement à la scolarité, dans tous les territoires où il y a vraiment une politique éducative de proximité, conduite souvent par les collectivités locales. Ce qu'on vient de vivre ici, c'est le premier palier, c'est le plus important. On ne pourra rien faire si on ne commence pas par ça. Et c'est pour ça que là, après, je laisserai Géraldine, voire éventuellement vous proposer, avec l'appui du Centre ressources illettrisme, mais aussi avec votre appui à vous, voir comment on peut démultiplier cette conscientisation. Quand on est intervenu là, sur ces 2 dernières années en direction des cités éducatives, à leur demande, ça a été le cas par exemple dans un quartier à Angers, ça a été le cas à Grigny, ça a été le cas à Montpellier, ça a été le cas à peu près sur une dizaine de cités éducatives. La toute première chose qu'on a proposée, qu'on peut faire simplement, et je vous donnerai en fait et Géraldine vous le confirmera aussi, comment le faire, c'est prendre conscience de l'existence de ce problème en vous proposant des interventions comme celle que je viens de vous faire, qui était déjà bien assez longue sur cette première partie, qui peut être beaucoup plus courte et qui répond d'abord à cette question, l'illettrisme, de quoi parle-t-on, de qui parle-t-on, de combien parle-t-on? Parce qu'à partir du moment où on a pris conscience de l'existence de ce problème, de sa singularité, de la nécessité de l'aborder autrement, à partir du moment où on a pris conscience de ça, on commence déjà à s'interroger, à se questionner sur des choses aussi simples que, c'est pour ça que j'ai pris cet exemple de mon président de club de foot, j'ai pris cet exemple, et je vais prendre maintenant 2 ou 3 autres exemples, qui sont vraiment des exemples qui sont au cœur des objectifs, des préoccupations qui doivent être ceux des cités éducatives, et qui sont très simples, qui sont très courants, mais qui sont aussi au cœur des préoccupations de tous les acteurs qui sont dans ces territoires-là, qui sont des acteurs qui peuvent intervenir sur le secteur de la petite enfance, de l'enfance, des loisirs, de l'action éducative. Je vais commencer par ces 2 exemples-là. Bon, la diapo qui s'affiche là, je l'avais dit, je m'écarte assez régulièrement de mes diaporamas, mais parce que ça me paraît évident quand même de rappeler un postulat qu'on doit tous partager, c'est que 53% des parents estiment que suivre la scolarité de leur enfant, son orientation et ses résultats scolaires les préoccupent beaucoup. Donc là, on a une majorité de parents qui sont préoccupés par l'accompagnement à la scolarité de leurs enfants. Il y en a même un nombre important pour qui c'est vraiment le suivi de ces devoirs de l'accompagnement à la scolarité est une très, très grosse préoccupation. Et puis beaucoup d'entre eux aussi ont comme souci, comme préoccupation, la question du contrôle sur l'utilisation des écrans. Donc ça c'est important, mais compris dans les actions qui peuvent être proposées dans les cités éducatives, sur ces territoires-là. Mais ce qui est encore plus important, c'est d'être unanimement convaincu que tous les parents souhaitent la réussite de leurs enfants. On commence toujours, lorsqu'on veut présenter la démarche des actions éducatives familiales, par dire que tous les parents souhaitent la réussite éducative de leurs enfants. Je poursuis. Là, j'ai repris, de toute façon, ça, on vous l'enverra après, vous l'aurez. Là, j'ai repris pourquoi on considère qu'il y a un lien entre les priorités qui sont celles de l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme autour de la prévention de l'illettrisme et de la lutte contre l'illettrisme. On est allé regarder de très près dans le vade-mecum des cités éducatives, partout où il nous semblait important de faire des connexions entre ce que nous on dit, ce que peuvent être les attentes, les besoins des cités éducatives et des acteurs qui les composent, et
ce qu'on est en mesure, nous, de proposer. Je sais pas, est-ce qu'il y a des questions sur cette… Alors, quel est le constat? Donc là, on l'a déjà fait, c'est sur l'invisibilité de ces personnes concernées, la multiplicité des difficultés sociales quand on est sur les cités éducatives, et ça, je l'ai déjà largement évoqué, une forte demande d'un public allophone. Donc, c'est là où je vais commencer à vous proposer 2 ou 3 exemples. 2 ou 3 exemples. Et je passe tout de suite à la diapo qui présente les 3 étapes qui sont celles du programme des actions éducatives familiales. Je vous ai dit, la première étape, le palier 1, on vient de le vivre. On est aujourd'hui, ce que je vous ai proposé, c'est de faire en sorte que, après quel que soit son positionnement professionnel, personnel, on soit à mesure, un jour où on se retrouve en présence de personnes dont on fait l'hypothèse qu'un certain nombre d'entre elles peuvent être concernées par la problématique de l'illettrisme, on sera en mesure d'éviter les 2 erreurs que je vais évoquer maintenant à travers mes 2 exemples. Premier exemple, je suis, et je vais volontairement prendre tout un panel de professionnels, d'acteurs, qui sont des professionnels ou des acteurs que vous connaissez, qui interviennent sur vos territoires. Je suis directrice ou directeur d'une école maternelle. Je suis principal d'un collège. Je suis directrice ou directeur d'une école élémentaire et plus particulièrement, je suis le professeur des écoles du cours préparatoire. Vous voyez le lien avec tout ce que je vous ai dit précédemment. Je suis directrice ou directeur d'une halte garderie, d'une crèche, d'une structure petite enfance, d'un centre social, d'un centre de loisirs, d'une activité au sein de ces structures-là qui permet de proposer des actions éducatives, culturelles, des actions autour de l'accompagnement à la scolarité, du soutien à la parentalité. Voilà, je suis un acteur professionnel, ça peut être aussi, je suis un acteur bénévole, parce que le réseau associatif est très important, et j'ai comme ambition, c'est un défi que je souhaite relever régulièrement, que d'impliquer notamment les familles. Et ça, on est au cœur des priorités qui sont celles notamment des cités éducatives. Et donc, je suis une de ces personnes. Je réussis tant bien que mal, mais ça, on y arrive assez bien, et notamment grâce à la mobilisation de plein d'acteurs de proximité qu'il y a dans ces quartiers, je pense aux adultes relais, etc. Moi, je réussis en début d'année, c'est souvent en début d'année, on a un système en France qui veut que tout est rythmé avec l'année scolaire. Je réussis en début d'année à inviter des parents. Des parents qui sont les parents des enfants qui vont être à l'école, qui vont être à la crèche, qui vont participer à l'activité X ou Y, qui vont, etc., etc. Je les invite. Ils sont là. Plus ou moins nombreux, mais ils sont là. Il y a un moment donné, il y a toujours, alors ce que je vous dis là, je l'ai vraiment vérifié, parce qu'on a volontairement participé à beaucoup de ces temps-là pour voir comment ça se passe. Des temps que vous connaissez, vous, certainement aussi. Il y a toujours, je dirais, celui que je vais qualifier le papa ou la maman bon élève, qui veut que son enfant réussisse peut-être encore plus que tout autre. Parce qu'on est dans un climat aujourd'hui permanent de pression scolaire, qui se justifie ou pas, mais qui existe et qui est très lourd, qui est très, très lourd. Il y a donc toujours dans cette configuration-là, le papa ou la maman bon élève au premier rang, même s'il est assis sur la petite chaise à l'école maternelle, c'est très inconfortable. Vous voyez, quand je parle tout à l'heure de solutions concrètes et très pragmatiques, on ne pense pas que simplement si on veut faire venir des papas ou des mamans pour s'intéresser à la question de la scolarité de leurs enfants, et si on les fait asseoir de façon inconfortable, c'est parfois très difficile de pouvoir établir un lien de confiance, une relation qui sera plutôt sur le registre de la convivialité. Je ferme la parenthèse. Et donc, vous avez toujours ce papa ou cette maman bon élève qui va dire qu'est-ce que je peux faire pour
aider mon enfant à réussir? Voilà. Donc ça, c'est le bon élève qui va toujours poser cette question-là. C'est généralement celui qui déjà fait beaucoup de choses, parce qu'il y a dans son environnement familial plus de ressources qu'ailleurs, parce que peut-être que lui, il a la chance de partir en vacances et de proposer à ses enfants de partir en vacances, parce qu'il y a quelques livres à la maison. Et donc là, très souvent, et il ne s'agit surtout pas, et on ne le fait jamais, nous, de jeter la pierre à la personne qui va répondre à ce que je vais vous dire, parce qu'elle le fait avec plein de bonnes intentions. Elle va lui répondre, vous savez, c'est très bien de lui lire une histoire tous les jours. Et je vous demande simplement de prendre quelques secondes et de s'intéresser à ce que ça peut avoir comme impact chez, non pas le papa bon élève ou la maman bon élève qui est au premier rang, mais celui qui est timidement, avec beaucoup de difficultés, il est venu, il s'est mis plutôt dans le fond, près de la porte, ou si c'est au collège, où on est dans un amphithéâtre, où on a réuni tous les parents dont les enfants entrent en sixième, il s'est mis plutôt dans le coin sombre, en haut du petit amphithéâtre qui n'est pas éclairé. Celui-ci, il se fait discret. Il se fait discret. Et quand il entend la question qui est posée par ce papa ou cette maman bon élève, il frémit. Il frémit parce que lui aussi, comme tous les autres, il veut que ses enfants réussissent. Et il a peur. Il a peur. Et il entend la réponse de cette personne que j'évoquais qui, encore une fois, répond c'est bien de lire une histoire à son enfant tous les jours. Mais tant qu'on n'a pas conscience de l'existence du problème de l'illettrisme, tant qu'on n'a pas conscience des conséquences que ça peut avoir pour une personne qui est dans cette situation-là. Quand on n'a pas conscience de la singularité de ces personnes-là qui ont un passé de souffrance scolaire, où, rappelons-nous, vous voyez, tout ce que je vous ai dit est lié. Le premier souvenir, mauvais souvenir, c'est quand j'ai commencé d'apprendre à lire et à écrire. Et là, eh ben, on n'imagine pas les dégâts que peuvent produire une simple phrase comme celle-ci. Parce que la personne se retrouve à ce moment-là condamnée à ce que, même si le terme est un peu difficile à utiliser, mais c'est ce qu'on appelle la double peine. On lui dit à cette personne, ben, vous n'êtes pas compétente. Ça, vous ne savez pas le faire. Vous ne savez pas lire, vous ne savez pas écrire, donc vous ne savez pas le faire, vous ne pouvez pas le faire. Mais ce qui est surtout dramatique, c'est que la personne, et ce que je vous dis là, elles nous l'ont dit après, elles le disent, elles l'expriment très fort en revenant sur des exemples qui sont assez proches de celui que je viens de vous donner. Elles disent, je me suis à ce moment-là persuadée que mon enfant allait échouer. Parce que si on répond, ben, ce qui est bien, c'est de lire une histoire à son enfant tous les jours, je me dis que si je ne le fais pas, ça veut dire que mon enfant ne va pas réussir. Vous voyez, c'est simple, ça c'est le premier exemple. Le deuxième exemple, et puis après je vous dirai à quel point il est simple de modifier complètement le rapport. Le deuxième exemple, c'est, alors ça je l'ai volontairement, j'ai participé il y a quelques années à une vingtaine de rentrées scolaires dans des collèges où des principaux de collèges, des CPE, des profs principaux réunissaient les parents dont les enfants entrent en sixième. Une période dans toute la vie scolaire d'un enfant, il y a des périodes clés comme celle-ci, charnières, l'entrée à l'école, l'entrée au cours préparatoire, l'entrée en sixième. À tel point que l'Éducation nationale, d'ailleurs, ça vous devez le savoir pour ceux qui travaillent sur les questions de réussite éducative, il y a quelques années, a développé un outil qui s'appelle la mallette des parents. La mallette des parents, qui est utilisée notamment beaucoup dans les cités éducatives, enfin je l'espère, c'est un outil avec de la matière et quand il a été conçu, moi j'ai fait partie de l'équipe d'expérimentation à Créteil, quand il a été conçu, c'était vraiment l'idée de dire on va d'un seul coup, la sixième, c'est plein de changements. On fait l'hypothèse que ça va être encore plus difficile pour des parents, donc on leur propose des outils. Donc je suis le principal du collège, mais j'élargis, parce qu'on ne parle pas que de l'école, y compris dans les cités éducatives. Je peux être aussi le directeur du centre de loisirs, etc. Je continue.
Et là, à un moment donné, il y a toujours le même papa ou maman, bon élève, qui veut toujours faire plus, en fait, pour résister à la pression. Il pose la question, qu'est-ce qu'on peut faire pour suivre, cette fois-ci, la scolarité de nos enfants? Parce qu'ils sont un peu plus grands, on a peur qu'ils nous cachent des choses. Et là, il y a le principal qui va répondre. Ben, vous savez, maintenant, il y a un truc qui est formidable, c'est l'ENT, l'espace numérique de travail du lycée. Vous avez un logiciel Pronote qui va vous permettre, chose extraordinaire, d'avoir les notes de vos enfants avant qu'eux les aient eux-mêmes. Donc ça, je souris parce que ça interroge beaucoup sur des questions pédagogiques. Mais voilà, et on explique ça sans penser, comme pour mon premier exemple, qu'on a en haut peut-être une personne qui très discrètement est venue, qui n'ose pas dire, alors elle n'ose pas dire deux choses. Elle n'ose pas dire, la première, c'est que cet outil-là, le smartphone, elle en a peut-être un dans sa poche, mais elle ne sait pas l'utiliser. Ou parce que 80% du contenu qui est sur un smartphone est du contenu écrit. Et donc, elle n'ose pas le dire ça, elle n'ose pas dire qu'elle est en situation d'illettrisme, évidemment. Alors, la question que vous pourriez me poser, mais comment on peut faire? Et c'est là que si je vous donne ces deux exemples-là, c'est en fait pour illustrer ce que va permettre le premier palier qu'on vient de vivre, ça va permettre, et c'est pour ça que dans toutes les cités éducatives où nous sommes intervenus, on a simplement commencé par sensibiliser sur cette problématique-là. Et en faisant l'hypothèse en plus que ce que l'on dit, même si c'est centré pour nous, parce qu'on est l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme, pour les personnes qui sont en situation d'illettrisme, c'est tout à fait transférable à d'autres parents qui sont inquiets, qui sont dans d'autres situations, y compris pour ceux qui relèvent du français langue étrangère, y compris pour ceux qui ont simplement des difficultés scolaires sans être en situation d'illettrisme. C'est-à-dire ce que l'on dit sur notre public cible, notre public prioritaire, est tout à fait transposable et transférable. Puisque je me souviens, quand on avait présenté notre démarche des actions éducatives familiales à un ministre de l'Éducation dans le passé, c'était Vincent Payon, il nous avait dit, mais ce que vous nous proposez là, pour des parents en situation d'illettrisme, c'est tout à fait transférable pour tous les parents, votre méthode. Donc, vous voyez, simplement vous dire que si je reprends mon premier exemple, si au lieu de dire, une fois que j'ai conscience de l'existence de ce problème et des dégâts que ça peut produire chez les personnes concernées, si au lieu de dire il faut lire un livre, une histoire à votre enfant tous les jours, vous lui dites c'est bien de passer un moment tous les jours à parler avec lui, de jouer avec lui, de partager avec lui, pourquoi pas une histoire à partir d'un album que vous allez pouvoir feuilleter ensemble. On va trouver d'autres situations qui peuvent permettre à mon papa ou à ma maman qui s'est mis au fond de la salle, au fond de la classe, de se dire mais ça, je peux le faire. Et voilà, et je termine sur la fin de ce palier 1, et parce que le palier 2, c'est très très simple. À partir du moment, alors c'est à la fois un cadre théorique, mais qui est quand même très nourri de ce qu'on a pu mettre en place. Et oui, j'avais dit que j'en parlais, notamment quand on a expérimenté cette démarche, mais qu'il n'y a rien de révolutionnaire, qu'il n'y a rien qui n'est pas né en 2009, quand on a décidé de répondre à un appel à projet à l'époque du Haut Commissariat aux solidarités actives qui nous disait, dans le cahier des charges, il faudrait vérifier si au moment où les enfants entrent en scolarité, il n'y a pas un moyen de mobiliser les parents qui sont en situation d'analphabétisme, qui ont des difficultés avec les compétences de base. Nous, à ce moment-là, on s'est dit, mais ça existe déjà. Il y a déjà plein d'opérateurs qui s'interrogent, qui ont des actions, qui ont des activités. Donc, nous, on a à cette époque-là, on a fédéré des opérateurs qui, sur cette question-là, avaient déjà commencé de travailler. Et il se trouve, c'est ce que je vous ai dit en introduction, qu'il y en avait deux qui étaient en Normandie, à Avranches. Il y avait là-bas un atelier de formation de base. Ça, c'était très intéressant. Et je pense que ça doit interpeller les cités éducatives et les opérateurs qui sont ceux de la formation continue des adultes. Un atelier de formation de base qui s'était aperçu de quoi? La chose que tous les formateurs, sans exception, savent.
C'est-à-dire que quand vous avez un adulte en formation, et là, je vais même au-delà des questions d'illettrisme, quel que soit l'objet de la formation, quelle que soit la situation de cet adulte, il y a un moment donné, quand vous ferez le bilan de la formation avec cet adulte et que vous allez lui demander quel sera l'impact, comment il va réutiliser les acquis de cette formation, bon, il va évidemment, pour parler de la réadaptation sur son poste de travail, du fait que ça peut lui permettre une nouvelle certification, mais il arrivera toujours, et ça je vous le certifie, il y a des études qui le montrent, où il va vous dire, et ce qui est chouette, c'est que ça va me permettre de suivre la scolarité de mes enfants. Ce qui est chouette, c'est que ça va… Donc ça veut dire qu'il y a un lien très étroit entre ce qui se passe en formation lorsqu'on a des adultes et l'utilisation qu'ils feront de cette formation pour accompagner la scolarité de leurs enfants. Et ça, c'est pour moi un des objectifs prioritaires dans les cités éducatives, notamment je pense à l'offre de services de l'éducation nationale qui a la chance inouïe d'avoir plusieurs cordes à son arc, la formation initiale et la formation continue. C'est-à-dire qu'on peut très bien proposer des ateliers dans les GRETA qui permettront à des adultes, parents, de mieux maîtriser les compétences numériques avec une finalité pleine de sens qui leur permettra de mieux accompagner la scolarité de leurs enfants. Voilà, donc vous voyez, ce premier palier, il est très clair, parce qu'une fois qu'on est à peu près conscient du fait qu'il faut être vigilant, qu'il ne faut pas faire ces confusions qui sont celles qui sont très, très fréquentes, notamment voilà, dans les quartiers prioritaires où on a une offre de service qui est très souvent, et ce n'est pas un reproche, c'est simplement une réalité qui est liée au contexte, une réalité qui fait que ce qui est vraiment dominant, c'est les personnes qui, parce qu'elles sont migrantes, arrivent de pays étrangers, ont d'abord des difficultés d'intégration parce qu'elles ne parlent pas le français. Mais il faut avoir à l'esprit qu'on a aussi des personnes qui, justement, lorsqu'elles font l'effort, et là je prends encore un exemple, il y a quelques années, j'intervenais devant la coordination des centres sociaux de la ville de Rennes. Il y avait tous les animateurs des centres sociaux de la ville de Rennes. Je fais une intervention à peu près semblable à celle-ci. Et à la fin de l'intervention, il y a 2 animatrices classes de contrats locaux d'accompagnement à scolarité qui sont venues me voir pour me dire, mais on vient de comprendre pourquoi il y a quelque temps, on a 2 mamans qui sont venues nous voir en nous disant, on a des difficultés, mais il n'y a rien dans ce que vous proposez qui correspond à nos difficultés. Il n'y a rien dans ce que vous proposez qui correspond à nos difficultés. Donc, c'est pour ça que tout le travail qu'on a fait ces dernières années sur les cités éducatives, c'est d'abord sensibilisation, information à tous les niveaux, tous ceux qui sont à un moment donné susceptibles d'accueillir, d'être en contact avec des personnes. Après, c'est très simple, cette démarche. Elle est extrêmement simple. Et surtout quand je m'adresse à des acteurs comme vous, sur les quartiers prioritaires, dans les cités éducatives, sur les PRE, il y a une offre de services qui est importante, qui s'appuie en termes de financement souvent sur le droit commun. À 2 reprises, j'ai cité les contrats locaux d'accompagnement à la scolarité, le REAP. Il s'agit après, et tout ce que je vous ai dit, maintenant, ça doit prendre forme presque de façon très, très visuelle, c'est ce papa ou cette maman, à un moment donné, il peut avoir envie, alors, de quoi? Il peut avoir envie, comme tous les autres papas ou tous les autres mamans, d'échanger, de s'interroger sur les questions qui sont en lien avec la question de la parentalité. De la parentalité. Il y a quelques années, on avait fait une expérimentation avec un groupe de mamans. On était à Château-Chinon, on était dans le Morvan, et elles avaient rencontré, c'est tous des mamans en situation d'illettrisme, et elles avaient rencontré psychologues, scolaires, il y avait tout un tas d'acteurs de ce type-là, et elles n'osaient pas formuler les questions qu'elles se posaient concernant leurs propres enfants, qui étaient des questions autour du sommeil, de l'alimentation, enfin des rythmes de vie. Et en fait, elles ont été rassurées
lorsque la psychologue qui animait ce temps de travail leur a dit, mais vous savez, ces questions-là, c'est des questions que se posent tous les parents. Et donc, toute la problématique, c'est faire en sorte que ce papa, cette maman, puisse accéder à des dispositifs, à des actions qui existent parfois, mais qui ne sont pas accessibles pour plusieurs raisons. D'abord matérielles, parce que je vais reprendre mon exemple de Château-Chinon, parce que là, c'était assez drôle. Quand on a eu fini cette expérimentation, il y a eu une présentation de tout ce travail qui a été fait devant tout un collectif, et il y avait des acteurs, il y avait une déléguée du préfet, je me souviens, il y avait une chargée de mission REAP de la Caisse d'allocation familiale de Dijon, il y avait des élus, il y avait beaucoup d'acteurs locaux. Et donc, la personne qui prenait la parole pour expliquer cette démarche que nous, on a appelée la démarche des actions éducatives familiales, qui expliquait ce qu'elles avaient fait, elle prend la parole, elle s'appelait Bernadette, elle s'appelle toujours Bernadette, et quand elle a eu fini sa présentation, c'est la chargée de mission REAP de la Caisse d'allocation familiale qui lui dit « Mais ce que vous nous avez présenté finalement, ce que vous avez fait, parce que nous, avec le financement qui avait été le nôtre à ce moment-là, on avait permis de constituer un atelier soutien à la parentalité pour ces parents-là. Et donc, ce qu'elle lui dit, cette chargée de mission, elle lui dit « Mais ce que vous nous avez présenté, c'est rien d'autre qu'une action qui relève du REAP. » Et donc là, la fameuse Bernadette, que je cite très, très, très souvent, lui dit « Mais madame, c'est quoi un REAP ?» Donc, cette simple question, très concrète, très pragmatique, permet qu'elle lui explique. Oui, je n'avais pas compris, je ne savais pas. Puis elle lui pose la question, Bernadette, est-ce qu'il y en a un REAP à Château-Chinon? Parce qu'elle habite à Château-Chinon, Bernadette. Et la chargée de mission REAP de la Caisse d'allocation familiale lui dit, écoutez, je ne les ai pas toutes en tête, mais probablement qu'il y a peut-être un centre social, un acteur local qui propose. Et là, Bernadette lui répond, j'y étais, je vous certifie, elle lui dit comment je fais pour savoir que ça existe, comment je fais pour y entrer et comment je fais pour y rester. Vous voyez, et ça, je pense que c'est un des points, et c'est le palier 2, une fois qu'on a réussi, au bout de plus ou moins de temps. C'est pour ça que j'ai évoqué la mallette des parents qu'un certain nombre d'entre vous peuvent connaître. On sait que ça ne va pas être à la fin de ma première réunion de rentrée que le papa ou la maman qui s'est timidement mis en haut dans le coin sombre de la salle va dire j'ai des difficultés avec les lectures et l'écriture. Il ne le dira jamais comme ça d'ailleurs. Je vous donnerai un autre exemple. Il va dire j'ai des problèmes avec l'orthographe, mais il ne va pas le dire tout de suite. Donc, il faut plus ou moins de temps, mais il arrivera à un moment donné où cette personne va oser formuler des attentes, des besoins et des envies. Et c'est à ce moment-là où il faut être en mesure de lui proposer d'entrer facilement dans des actions, d'abord, qui existent, en fait, et qui, pour beaucoup de ces personnes-là, sont inaccessibles parce qu'ils ne les connaissent pas ou qu'ils y sont parfois entrés une première fois et qu'ils en sont ressortis rapidement en se disant « ce n'est pas ce qui correspond à ma demande, à ce dont j'ai besoin ». Je reprends, c'est mon exemple tout à l'heure des centres sociaux de la ville de Rennes. Et donc, là, parce que je sais qu'on l'évoque dans la diapo. Alors ça, j'ai sur cette diapo, vous aurez le lien qui vous permet, si vous n'avez pas la possibilité dans la structure où vous êtes d'avoir une intervention d'un centre ressources illettrisme, d'un acteur qui viendra vous faire ce que je viens de faire. On a, nous, un tout petit module qui s'appelle illettrisme tous concernés, qui permet, de façon très rapide, d'en savoir un peu plus sur ce problème-là. Voilà. Après, donc je veux arriver sur l'exemple que les actions de remobilisation du palier 2. On n'a pas forcément d'emblée des adultes parents qui vont dire « je veux rentrer en formation ».
Je veux rentrer à l'APP, je veux rentrer sur une formation du conseil régional autour de la maîtrise des compétences de base qui me permettront d'obtenir au bout la certification CLEA. Vous voyez, là, je suis excessif. Non, non, non. C'est d'abord des personnes qui peuvent très bien dire, ben moi, j'aurais envie de participer à une activité qui peut être l'activité artistique, ça peut être une activité qui correspond à l'offre de services qu'il peut y avoir dans ces territoires. Et là, il y en a une, là, on vous a mis le lien qui vous permet de télécharger ce travail qu'on avait fait, mais je vais l'évoquer, le développement d'activités par le jeu dans les écoles. Et je vais donner un exemple parce que c'est complètement… Alors à l'époque, les cités éducatives n'existaient pas, mais on était sur un REP+, un quartier de la Duchère à Lyon. Et là, on a fait une petite expérimentation parce qu'on avait pu bénéficier d'un financement. Donc, je le glisse au passage. Il y a des acteurs, c'était les Lions Club, hein, qui voulaient intervenir pour financer des actions de prévention de l'illettrisme. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont financé? Ils ont financé une action pour des parents. Et alors, comment on les a choisis? Donc, dans ce quartier prioritaire, la ville à la Duchère, il y avait, donc vous devez connaître ça aussi, ça fait partie de l'écosystème en termes d'offres de services, les coups de pouce clés. Je pense qu'il y en a un peu de partout, hein. Je sais qu'il y en a à Rouen, hein, de mémoire, je crois qu'il y en a à Cherbourg aussi. Les coups de pouce clés, c'est les 5 gamins de cours préparatoires dont on considère qu'ils sont potentiellement fragiles et qui risquent d'être en difficulté, à qui on propose un accompagnement intensif pendant toute l'année scolaire. Et là, donc, l'expérience qu'on a fait, c'est pas pour ces enfants, parce que ça relevait du droit commun. On s'est dit, si on faisait une proposition, il y avait 2 clubs coup de pouce, donc ça faisait 10 enfants et 20 parents. On a proposé à ces 20 parents, une fois tous les 15 jours, de venir participer à un atelier jeu, tout simplement. Et au départ, on n'a pas dit que c'était un atelier jeu destiné aux parents en situation d'illettrisme. Non, on vous propose un atelier autour du jeu, animé par une ludothécaire, c'est-à-dire quelqu'un qui n'était pas perçu par ses parents comme étant quelqu'un qui, à un moment donné, pouvait les inciter à rentrer dans un parcours de formation. C'est pas du tout la même image qu'un travailleur social, qu'un enseignant, qu'un formateur, une spécialiste du jeu et qui les a fait travailler, pas travailler, mais ils ont raconté des jeux qu'ils pratiquaient dans leur culture d'origine, dans leur pays d'origine. Ils ont joué. Et puis, il est arrivé à un moment donné où l'un d'entre eux évoquait un jeu et qui était intéressant. Tout le monde l'a trouvé bien. Et là, la ludothécaire, l'animatrice de cette activité, a dit ce qui serait chouette, parce qu'il a expliqué comment on y jouait, il l'avait même construit. Elle lui dit ce qui serait chouette, c'est qu'on écrive la règle. Qu'on écrive la règle et puis qu'ensuite, pourquoi pas, on aille la présenter dans à d'autres adultes, dans d'autres activités. Ça se passait dans un centre social. Et là, c'est là le papa, c'est un monsieur, il a dit, moi, s'il faut écrire, je ne suis pas bien fort. S'il faut écrire, je ne suis pas bien fort. Donc, vous voyez, je prends cet exemple très souvent parce que cet adulte-là, il a fallu du temps, hein, ce n'est pas la première séance. Il s'est retrouvé en confiance parce qu'il s'est retrouvé en face de lui avec quelqu'un qui n'était pas là pour d'emblée, tout de suite, le remettre en face de ses difficultés, face aux compétences de base. Et au contraire, on l'avait mis d'abord en face de ses compétences, de ses capacités. On lui a proposé une activité où il a pu développer des habiletés. Et donc, quand l'animatrice de cette activité on avait travaillé au préalable avec elle, et c'est là où on est vraiment dans le cœur de démarche des actions éducatives familiales. Elle savait qu'il y avait à proximité des actions proposées par d'autres acteurs qui peuvent être le Greta, qui peuvent être un atelier de pédagogie personnalisée, peu importe, d'autres actions, qui pouvait aider ce papa à ce moment-là à résoudre son problème. Elle l'a accompagné parce que ce monsieur est rentré en formation.
Et ce monsieur est rentré en formation. Et là, on est sur, je reviens en arrière, on est sur le palier 3, se former. Donc, vous voyez, mobiliser, remobiliser, on regarde à l'échelle d'un quartier comme ceux dans lesquels vous intervenez, à l'échelle d'une cité éducative, qui a vocation à fédérer tous les acteurs qui sont directement ou indirectement concernés par ces questions-là. Et on s'interroge d'abord sur, j'ai un petit état des lieux sur en quoi ils sont accessibles, en quoi ils ne le sont pas. Et on s'aperçoit parfois que c'est très, très simple d'améliorer l'accessibilité d'une action. On n'y rentre pas parce qu'on ne sait pas que ça existe, ou on n'y rentre pas parce qu'on n'ose pas y rentrer. Souvenez-vous mon exemple de Bernadette à Château-Chinon qui dit je sais peut-être que ça existe, mais si j'y entre, comment je fais pour y rester? Donc ça nécessite en fait à l'échelle d'un territoire, et ça c'est toute la proposition qu'on avait fait nous à l'époque à Vincent Léna, le papa des cités éducatives, à la NCT, on avait proposé, nous, tout ce travail en disant, nous, ce qu'on est en mesure de proposer aux acteurs des cités éducatives, mais au-delà, à tous les acteurs concernés par les questions de réussite éducative, par les questions d'intégration culturelle, d'accès à l'emploi, d'insertion, etc., c'est ce premier palier, informer, s'informer. Deuxième palier, mobiliser, remobiliser. Je termine, j'ai fini. Oui, et de façon à pouvoir parvenir au troisième palier qui, au bout du compte, ne vous concerne pas directement, parce que là, on est sur l'offre de formation du conseil régional, de Pôle emploi quand c'est le cas. Oui. Non, c'était pour jouer le chanteur du temps pour vous indiquer qu'il nous reste 15 minutes. Voilà, mais j'ai fini. Donc là, je suis prêt à répondre à vos questions. Si Géraldine veut compléter, voilà. Après, on vous enverra en format numérique la plaquette des actions éducatives familiales. On vous enverra, donc là, dans le diaporama que vous aurez à votre disposition, vous avez 2 ou 3 liens qui vous permettront d'aller un peu plus loin. Mais ce qui est important, c'est que vous ayez bien retenu qu'il s'agit… il ne s'agit pas de quelque chose qui se construit ex nihilo. On prend vraiment appui sur l'existant et voilà, qu'on est en toute humilité, on est en capacité, en prenant appui sur ce que vous faites déjà, sur ce que vous savez déjà faire, voilà, de voir quelles sont les pistes. Quand je dis amélioration, c'est un petit peu péjoratif, mais oui, c'est quand même de l'amélioration pour que les personnes concernées et elles aussi, parce que c'est elles qui le disent, accès à ce qui très souvent est construit, conçu, pensé pour elles. Justement, Monsieur Nedelec, on a une première question de Karine Bazin, à qui Oui. je donne la parole du coup. Merci Pascal. Merci Monsieur Nedelec pour toute cette présentation et on sent votre passion pour le sujet. que vous partagez très aisément. Je me permettais de vous poser cette petite question par rapport à un territoire qui n'est pas couvert par une cité éducative. D'accord. Parce qu'effectivement, on a la cité éducative où on a mis des moyens, mais d'ailleurs, sur la cité éducative de Saint-Étienne-du-Rouvray, je me demandais si, Madame Chambon, éventuellement, il serait possible que vous interveniez auprès des différents acteurs et peut-être qu'il serait possible d'envisager une action sur le sujet. Et par ailleurs, sur un territoire que Mme Chambon connaît aussi puisque vous êtes sur Rouen, c'est la ville de Grande Couronne. Récemment, j'ai pu travailler avec un collectif de femmes qui se mobilisent notamment dans le cadre collectif Fonds Gilets Roses. Je ne sais pas si c'est un dispositif. Voilà. Et Madame Chambon, vous ne connaissez pas ce dispositif? Alors, Fonds Gilets Roses, non. Non. En fait, c'est effectivement des moyens qui sont attribués à des collectifs de femmes qui peuvent se mobiliser, notamment pour faire de la médiation sur leur quartier. Et au-delà de cette médiation, effectivement, elles ont cette possibilité de mobiliser aussi le public du quartier. Et je me disais que ce serait intéressant de pouvoir faire un lien avec ce collectif parce que, notamment, elles m'ont évoqué
les difficultés en termes d'apprentissage de la langue. Alors effectivement, Monsieur Nedelec, et c'était intéressant que vous puissiez rappeler en tout début, en préalable, voilà, la différence effectivement entre analphabétisme, illettrisme, mais aussi par rapport aux personnes qui ont des difficultés parce qu'elles sont de nationalité étrangère. Alors clairement dans les quartiers, moi ce qui m'est souvent remonté, c'est, on évoque ce public, Oui, c'est sûr. FLE, voilà, souvent. Et effectivement, on ne nous évoque pas forcément les personnes en situation d'illettrisme, clairement. Et je me disais que d'ailleurs, je faisais un peu un parallèle avec le public qu'on appelle NEET, voilà, les invisibles, où effectivement, en fait, les personnes en situation d'illettrisme sont aussi invisibles. Complètement. Oui. Et effectivement, ce sera intéressant qu'on puisse mobiliser différents acteurs, comme vous précisiez, donc l'appellation coopérative des solutions. Ouais. Voilà. Et donc, je me demandais si effectivement, sur la commune de Grand Couronne, excusez-moi, je digresse beaucoup, sur la commune de Grand Couronne, éventuellement, puisque j'ai cette demande de ces femmes qui disent bien que les mamans, mais aussi d'ailleurs quelques papas, sont en difficulté, mais on est plus sur du public, pour le coup, FLE. Alors, peut-être qu'on arrivera à accrocher des personnes en situation d'illettrisme autres que FLE par cette action qu'on pourrait mettre en place. Bref, est-ce qu'éventuellement, Madame Chambon… mais avec plaisir. Bien sûr, pour vous rencontrer les Gilets Roses que je ne connais pas, et puis les personnes de la cité éducative de Saint-Étienne. On m'a parlé d'un projet de cité éducative qui avait été signé peut-être aussi à Elbeuf et qui démarre. Je ne sais pas si vous travaillez dessus. Alors, non, mais effectivement, c'est ma collègue Mathilde Caperon et je ne manquerai pas de lui faire part de cette visio de ce matin. Et effectivement… donner les contacts et le support de M. Nedelec. Et je pense qu'il y a, pour le coup, puisqu'on parle de recouper des acteurs qui interviennent sur ces sujets, il y a des actions mises en place déjà par Idil Beautois de la DRAC sur les contrats territoire lecture, qui peuvent aussi être un facteur qui amplifie les moyens d'action, puisqu'il y a les médiathèques qui se sont mobilisées pour mettre en place des rayonnages et de livres faciles à lire. Et en même temps, du coup, des sensibilisations déjà mises en place aussi avec le Centre ressources illettrisme pour des agents de ces médiathèques. Bon, voilà, donc je pense qu'en fait, c'est intéressant d'en échanger parce qu'il y a des choses de fait à certains endroits, mais tout ne circule pas au niveau de l'information. Or, c'est des territoires sur lesquels vous intervenez aussi avec vos collègues. Bon, voilà, c'est pour ça que c'est super de pouvoir amplifier, puisque sur le but final, si le but final est l'entrée en formation, il y a quand même un accompagnement à déployer qui n'est pas… les grandes étapes sont simples, mais on sait qu'il y a des freins au retour en formation. Donc, et je pense que ce qui serait intéressant, c'est qu'effectivement, nous sommes une équipe de 5 délégués sur la Seine-Maritime. Et je pense qu'il serait intéressant peut-être qu'on organise une rencontre avec monsieur le sous-préfet, Aurélien Diouf, et l'équipe de délégués, et qu'on voit effectivement comment on peut déployer des actions un peu plus sur les QPV de Seine-Maritime. J'ai mis mon mail dans la discussion. Voilà. D'accord. Merci beaucoup. Mais parce que Madame Bazin, quand vous évoquez les autres quartiers, les autres territoires qui ne sont pas cités éducatives, j'ai failli dire, nous, on n'a pas entendu les cités éducatives pour pouvoir s'intéresser à cette question de l'implication, de la réussite éducative, en fait. C'est pour ça que le PRE, qui est un peu antérieur quand même, en fait, qui date de… à partir du moment où il y a une vraie politique éducative de proximité qui est conduite par une collectivité, on sait qu'il y a la possibilité de proposer cette façon de travailler. Parce que très souvent, moi, c'est un sujet vous l'avez dit, qui me passionne depuis quelques dizaines d'années, mais on voit très souvent que il n'y a pas, j'ai failli dire, il n'y a pas ce réflexe, mais c'est naturel parce que on a un fonctionnement qui reste toujours quand même en tuyau d'orgue. À l'échelle d'une collectivité locale, je sais pas, la direction de l'éducation ne travaille pas tout le temps
je sais pas, avec la direction de la culture, la direction des sports. C'est les mêmes choses qu'on retrouve d'ailleurs quand on est au plus haut niveau, quoi, en fait. Et c'est ça qui est important, c'est que nous, le discours qu'on tient, pas le discours qu'on tient, mais les propositions qu'on fait sont toujours, enfin j'insiste là-dessus, sont très simples et elles prennent appui sur l'existant. Et elles sont là souvent pour rappeler que ce qui est essentiel, pour moi, ça se résume en un seul mot, c'est la complémentarité. Hein, et c'est de dire que l'action, aussi modeste soit-elle, moi j'utilise souvent l'image de la petite goutte d'huile, parce que la petite goutte d'huile, qui peut être celle, enfin, dans les exemples que j'ai donnés, j'ai parlé des ATSEM. Parce que c'est vrai que c'est les personnes qui, je pense, qui sont très souvent en coulisses, hein, mais vraiment en coulisses au sens premier et fort du terme. Mais elles jouent un rôle clé et elles peuvent être cette petite goutte d'huile parce qu'elles ont elles ont des indices, elles peuvent prendre des indices qui peuvent permettre de faciliter l'implication de personnes qui sont considérées ailleurs comme des invisibles, quoi, en fait. Donc, ça veut dire qu'en matière, par exemple, de professionnalisation des acteurs, je dis ça parce qu'on travaille beaucoup, on a travaillé surtout dans le passé avec le CNFPT sur cette question-là, mais dans la formation des personnels, des collectivités territoriales qui jouent un rôle clé sur l'action culturelle, l'action éducative, même s'il peut leur paraître éloigné, c'est extrêmement important. Et donc, c'est complémentarité, interaction. Et puis, les trois mots-clés aussi que j'utilise très souvent, et c'est en ça que je dirais les territoires comme les vôtres ont peut-être, je dirais, plus de, je ne sais pas si je peux dire plus de chance que d'autres territoires, c'est la réactivité, la proximité et la qualité. C'est-à-dire que du fait d'une offre de service qui est souvent assez importante sur ces territoires-là, il est possible de répondre assez rapidement, parce que rien n'est pire que de répondre à une personne qu'on a commencé à mobiliser, que si pour lui proposer une action, il faut qu'elle attende 6 mois. Proximité, parce que du fait qu'on est sur une échelle d'un quartier, on a des actions qui ne vont pas forcément nécessiter du déplacement, de la mobilité. Et qualité, c'est parce que les questions de réussite éducative, ça fait quelques dizaines d'années que vous y travaillez, en fait. Et donc, sur ces sujets-là, il y a déjà des bonnes pratiques, il y a des initiatives, il y a tout ce que, j'imagine, un centre ressources politique de la ville accompagne depuis très, très longtemps. Et ce qui est important, c'est que tout ça puisse se connecter. Alors, très très longtemps, on est un peu récent dans le paysage. Donc Ah bon? on est un des derniers créés. Ah oui, d'accord, je ne savais Voilà. pas. Voilà, donc enfin, on a quand même, voilà, on commence à avoir un peu d'antériorité, mais on a voilà, que 5 ans d'existence en fait. Donc, parmi les centres ressources, on ne fait pas partie des plus anciens. Il nous reste 3 minutes, donc il y aurait éventuellement la place pour une petite question avec une courte réponse. Donc, je ne veux pas vous laisser sur une frustration. Donc, si l'un d'entre vous ou l'une d'entre vous a une question, il est encore temps. Je ne vois pas de main se lever. Gauthier, je ne vois pas tout le monde, mais je pense que je verrai s'il y avait une question. En tout cas, je voudrais remercier M. Nedelec d'avoir partagé sa flamme avec nous ce matin et d'avoir allumé peut-être aussi la nôtre sur cette question, en sachant que voilà, j'imagine que vous étiez déjà un petit peu allumé, sinon vous ne seriez pas connecté avec nous ce matin. On diffusera, donc, comme je le disais plus largement, cette intervention du matin, et puis ça permet aussi, je pense, aux acteurs normands que vous êtes, d'identifier Madame Chambon et de plus facilement la solliciter. Karine Bazin va faire le lien avec effectivement ses 4 collègues du département de Seine-Maritime, et moi je vais me charger de faire le lien avec les 6 autres délégués du préfet du reste de la Normandie, qui sont un peu moins nombreux, puisque au total nous avons la chance d'avoir 11 délégués du préfet, mais voilà, qui ne sont pas de même nombre selon les départements. Parce qu'effectivement, je pense que c'est des acteurs clés aussi pour faire le lien entre ce qui se passe sur les territoires, qu'il y ait une cité éducative ou qu'il n'y en ait pas. Il y a toujours une réflexion en politique de la ville sur les questions d'éducation, ça c'est incontournable. Qu'il y ait un PRE ou qu'il n'y en ait pas, qu'il y ait une cité éducative ou qu'il n'y en ait pas. Voilà, ces besoins-là et les besoins de ces publics-là sont toujours une préoccupation forte dans les contrats de ville. Donc, je me permettrai de faire le lien avec les autres collègues de Madame Bazin.
Voilà, donc un grand merci à tous les deux, voilà, de cet éclairage et de ce retour d'expérience nationale aussi, Monsieur Nedelec. Ça nous permet aussi de sortir un peu de notre cadre et de prendre un peu de hauteur. Donc, merci beaucoup. Et puis, Madame Chambon, je vais vous souhaiter d'être débordée d'appels. Merci beaucoup. Merci À vous. Merci. Au revoir. Au revoir, bonne journée. Merci beaucoup à tous.